C'était un mardi 14 mai 2019. Il était exactement 23h47. La température à Marseille affichait 15 degrés, mais ma sueur était glaciale. Elle collait à mon survêtement Sergio Tacchini. L'air empestait un mélange âcre de poudre, de rouille et de sel marin du port. J était au sol, sur le bitume froid, une douleur fulgurante dans la cuisse, et je voyais ce putain de touriste, ce Monsieur Smith, debout, parfaitement calme, parlant un anglais impeccable dans une radio, pendant que des ombres noires de la BRI se déplaçaient comme des loups autour de nous. Cette histoire, elle brûle. Elle est classée secret défense dans un dossier que tu ne verras jamais. La DGSI, les services secrets français, surveillent tout ce qui sort des cités, chaque parole, chaque vidéo. Alors fais-moi plaisir, enregistre ce récit, partage-le avant que les keufs ne le fassent tomber et que mon histoire disparaisse comme tant d'autres dans les archives poussiéreuses de l'État. C'est plus qu'une histoire de gangster. C'est un avertissement sur la véritable hiérarchie du pouvoir, celle qu'on ne voit jamais. Maintenant que tu as renforcé le périmètre, que tu as mis cette archive en lieu sûr, on peut y aller. Rembobinons de 2 heures, juste avant que les portes de l'enfer ne s'ouvrent en grand sur le grand port maritime de Marseille. 2 heures avant que mon arrogance de petit caïd des quartiers nord ne me fasse signer ma propre condamnation à mort, ainsi que celle de mes 2 seuls vrais amis. Prends note, car chaque détail compte. Chaque décision a été un clou de plus sur notre cercueil. Dans les quartiers nord, sans rigoler, la loi C était nous. La DZ Mafia tenait tout, du plus petit point de deal aux raquettes des commerces. Moi, on m'appelait le fêlé. Pas parce que J était fou, mais pour mon calme terrifiant pendant les règlements de compte. J était le lieutenant chargé de la logistique, le pitbull du réseau. Je me sentais intouchable, le roi de Marseille. Je roulais en Audi RS3 volé, le son de Jules à fond, ma chaîne en or brillant au soleil. Mon équipe, C était du solide. Il y avait Yanis, une tête brûlée de 24 ans, un K90 pour 100 kilos de pure rage, toujours prêt à monter au front avec son fusil à pompe. Et Nabil, le plus réfléchi, le cerveau des petites combines, discret mais efficace, son Glock 17 toujours à portée de main. On formait un trio de choc, la garde rapprochée du grand patron, craint et respecté. On pensait que rien ne pouvait nous arriver, que la ville nous appartenait. Ce jour-là, on se sentait particulièrement invincible. On venait de boucler une semaine parfaite. Les taxes hommes de protection rentraient sans un accroc. La marchandise circulait bien. On s'ennuyait presque. C'est là que le grand patron nous a appelés pour un plan tranquille. Un truc simple, une mission de surveillance bien payée. L'arrogance, tu vois, c'est une drogue. Elle te fait croire que tu peux marcher sur l'eau, que chaque plan est une formalité, une occasion de plus de montrer qui commande. Le plan était d'une simplicité enfantine, presque insultante. Un Anglais, un certain Monsieur Smith, avait besoin de faire passer un conteneur par le port, discrètement, sans que les douanes ne mettent leur nez dedans. Un service de routine pour nous. On avait nos contacts, des dockers et des agents de sécurité corrompus. Le patron a dit, c'est un travail de babysitter. Assurez-vous que le conteneur passe, prenez l'argent et rentrez. Pas de vagues. Pour nous, c'était de l'argent facile. Notre motivation était simple, la cupidité et l'ennui. La routine du trafic, c'est rentable, mais ça devient vite lassant. Ce genre de mission, était une distraction, un moyen de se sentir comme dans un film, des opérateurs de l'ombre contrôlant les flux de la ville. On a préparé notre équipement comme pour une vraie opération. Gilets pare-balles légers sous les survêtements, radio cryptée et nos armes de poing bien huilées. Pour moi, mon fidèle Glock 19 Gen 5, chargé de munitions à pointe creuse. On a pris la Mercedes Classe A volée de Nabil, une voiture discrète mais puissante, parfaite pour une extraction rapide si les choses tournaient mal. En roulant vers le port, le Mistral commençait à souffler, ce vent froid et sec qui rend les Marseillais fous. On se marrait, on parlait du fric qu'on allait se faire, de ce qu'on allait en faire. On était au sommet de notre petit monde, des prédateurs dans notre jungle de béton et d'acier, totalement inconscients du véritable monstre qu'on s'apprêtait à réveiller. On est arrivé dans la zone des conteneurs vers 23h15. Un labyrinthe de boîtes métalliques empilées sous la lumière jaune et blafarde des projecteurs industriels. Le vent hurlait entre les allées, portant avec lui l'odeur du sel et du diesel. On a coupé le moteur de la Mercedes dans l'ombre d'une pile de conteneurs Maersk, établissant notre périmètre de surveillance. L'endroit était désert.
à l'exception du bruit lointain d'un cargo et du cri des mouettes. L'attente commençait. La tension était à zéro. Puis, une petite Peugeot 208 de location est arrivée, ses phares balayant timidement les murs de métal avant de s'arrêter à une vingtaine de mètres de nous. La portière s'est ouverte, et un homme en est sorti. C était lui, notre cible, Monsieur Smith. Il avait l'air d'un touriste anglais typique qui s'était complètement paumé. La cinquantaine, un peu rougeau, vêtu d'une veste quechua, d'un pantalon cargo beige et de chaussures de randonnée. Il avait l'air si pathétique, si hors de son élément. En le voyant, Yanis a lâché un petit rire dans la radio. « Regardez-moi ce guignol. Wallah, on dirait mon prof d'anglais du collège. » On était tous d'accord. Le mec semblait inoffensif, la proie parfaite. Son apparence fragile et perdue nous a complètement aveuglés. C'est là que la première fissure est apparue dans notre jugement. On a cessé de le voir comme un client ou une cible, et on a commencé à le voir comme une victime potentielle, une opportunité. Notre plan initial était de le guider jusqu'au conteneur désigné, de superviser l'échange avec notre contact docker, de prendre notre paiement et de disparaître. Mais en voyant cet Anglais si vulnérable, la cupidité a pris le dessus. Yanis a murmuré dans la radio. « Les gars, ce clown a sûrement un truc de valeur dans sa boîte. On assure le passage et après on lui fait une carotte. On double la mise. Ça va être facile. Il va se pisser dessus. » L'idée a germé instantanément dans nos esprits. C'était trop tentant. On s'est mis en mouvement, sortant de la voiture en silence, nos silhouettes se fondant dans les ombres projetées par les piles de conteneurs. Nabil est parti faire le guet sur une passerelle, nous offrant une vision d'ensemble du secteur. Moi et Yanis, on a commencé notre approche, marchant lentement, encerclant la Peugeot 208 comme des hyènes autour d'un gnou blessé. La certitude d'un coup facile nous rendait euphoriques. On a attendu qu'il sorte un sac à dos de sa voiture et se dirige vers le conteneur numéro 42B, comme convenu. On l'a laissé entrer. C était notre piège. Un conteneur vide qu'on avait choisi pour la réunion. Le bruit de la porte métallique qui se referme dans le silence du port aurait dû être un avertissement. Pour nous, C était juste le son de la caisse enregistreuse. On a ouvert la porte juste après lui, nos silhouettes se découpant dans l'entrée. Le plan était en marche. Je suis entré le premier, mon Glock 19 bien visible mais pointé vers le sol. Yanis était juste derrière moi, bloquant la sortie. Alors, Monsieur Smith, j'ai commencé avec un sourire carnassier. Bienvenue à Marseille. Il y a eu un petit changement de programme. J'ai fait un geste vers une vieille caisse en bois au centre du conteneur. Asseyez-vous, on doit discuter affaires. Mon ton était mielleux mais chargé de menaces. Le genre de ton que j'utilisais pour terroriser les commerçants. L'Anglais s'est retourné, pas de sursaut, pas de panique visible. Il nous a regardés, moi puis Yanis, avec une expression de confusion forcée. Pardon, je ne comprends pas très bien. Nous avions un accord, a-t-il dit dans un français cassé avec un accent britannique à couper au couteau. Il a levé les mains lentement, un geste universel de soumission. Mais quelque chose clochait. Ses mains étaient stables, pas une seule once de tremblement. Un détail insignifiant, mais qui a planté une première graine de doute. J'ai posé mon Glock sur la caisse en bois avec un claquement sec. L'accord a changé, j'ai dit en m'approchant. La taxe de sécurité du port de Marseille vient d'augmenter. Pour que votre précieuse marchandise sorte d'ici sans problème, on veut le double de ce qui était convenu. En liquide. Maintenant. J était à moins d'1 mètre de lui, envahissant son espace personnel, m'attendant à le voir transpirer, supplier. Mais rien. Il est resté immobile, presque passif. Sa réaction était totalement anormale. Au lieu de la peur, ses yeux bleus étaient froids, analytiques. Il ne me regardait pas, il me scannait. Ses pupilles se déplaçaient rapidement, évaluant la distance entre moi et mon arme, la position de Yanis, la structure du conteneur. Et puis il a fait un truc bizarre. Il a jeté un regard furtif à sa montre digitale, un modèle Casio bon marché. Un regard d'une fraction de seconde. Mais ce N n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard de synchronisation. C'est à ce moment précis que j'ai senti le premier vrai frisson me parcourir l'échine. Le genre de froid qui n'a rien à voir avec le Mistral. Ce type N n'était pas une victime. Une victime tremble, pleure, négocie. Lui, il était là au milieu d'un conteneur avec 2 hommes armés et il avait l'air de contrôler la situation. J'ai compris que ce N n'était pas nous qui avions tendu un piège. Nous venions de marcher dedans. La tête la première.
J'ai remarqué un autre détail qui ne collait pas, sa posture. Malgré son apparence de touriste bedonnant, il se tenait droit, les épaules en arrière, le poids du corps parfaitement équilibré sur ses deux pieds. C était la posture d'un combattant, d'un soldat, pas celle d'un civil terrifié. Ses chaussures de randonnée, que j'avais jugées ridicules, étaient robustes, offrant une excellente adhérence sur le sol métallique. Tout en lui criait « préparation ». Mon instinct, ce sixième sens qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois dans les rues de Marseille, hurlait. Je me suis tourné vers Yanis, un avertissement silencieux dans les yeux. Mais il était trop tard. Yanis, aveuglé par l'arrogance et l'impatience, n'a rien vu de tout ça. Pour lui, C était juste un Anglais qui faisait le malin. Il a perdu patience. « Tu vas la fermer et payer, sale roast-beef », a-t-il hurlé en s'avançant. J'ai crié « Yanis, non !» mais ma voix s'est perdue dans le bruit de son propre mouvement. Il a levé son arme pour frapper Smith avec la crosse. C était l'erreur fatale, le déclencheur. L, étincelle qui a mis le feu à la poudrière. Tout ce qui a suivi s'est déroulé en une fraction de seconde. Mais dans ma mémoire, c'est un ralenti éternel, une symphonie de violence froide et calculée que je repasse en boucle chaque nuit. Au moment exact où le poing de Yanis commençait sa descente, le corps de Mr. Smith a explosé en un mouvement fluide et dévastateur. Il a pivoté sur son pied gauche, esquivant le coup avec une marge de quelques millimètres. Simultanément, sa main droite a plongé dans son sac à dos posé à ses pieds et en a sorti un pistolet SIG Sauer P365 avec une vitesse que je n'avais jamais vue. Le son des deux détonations a été assourdissant dans l'espace confiné du conteneur. Yanis n'a même pas eu le temps de comprendre. Deux impacts rouges sont apparus sur sa poitrine, juste au-dessus de son gilet pare-balles, dans la zone la plus vulnérable. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis de douleur, avant de devenir vides. Il s'est effondré en arrière comme une marionnette dont on a coupé les fils, son corps heurtant le sol métallique avec un bruit sourd et final. J était paralysé, le cerveau incapable de traiter la rapidité de l'exécution. Avant même que je puisse saisir mon Glock sur la caisse, les portes du conteneur ont été arrachées de leurs gonds dans une explosion de métal et d'étincelles. Des silhouettes noires, équipées de la tête aux pieds, ont envahi l'espace, projetant des grenades aveuglantes et assourdissantes. J'ai été projeté au sol par le souffle, temporairement aveugle et sourd, le monde réduit à une lumière blanche aveuglante et un sifflement aigu dans mes oreilles. Le chaos était total, mais il était organisé. Le bruit d'un hélicoptère a soudainement couvert tous les autres sons, ses pales brassant l'air juste au-dessus de nous. Des cordes ont été lancées depuis les grues portuaires et d'autres opérateurs en noir sont descendus en rappel, se positionnant autour de nous. J'ai entendu des tirs étouffés, le son caractéristique des fusils HK-G36 équipés de silencieux. J'ai rampé pour chercher une couverture, et c'est là que j'ai vu Nabil, sur la passerelle, s'effondrer avec une précision chirurgicale, une seule balle en pleine tête. La panique a remplacé le choc. En moins de 10 secondes, le jeu avait complètement changé. Nous n'étions plus les chasseurs, nous étions le gibier, pris au piège dans une embuscade parfaitement orchestrée. L'odeur de la cordite et du sang frais a rempli mes narines, un parfum métallique qui a noyé l'odeur du sel. J'ai enfin réussi à attraper mon Glock, mais C était un geste désespéré, un geste d'animal acculé. J'ai essayé de viser, de tirer sur n'importe quelle ombre qui bougeait, mais mes mains tremblaient. J'ai tiré une fois, 2 fois, mes balles se perdant sans but dans la nuit. C'est alors qu'une douleur brûlante a traversé ma cuisse. Une balle de 556 mm venait de me perforer le muscle, me clouant au sol. J'ai lâché mon arme en hurlant, plus de rage que de douleur. J était neutralisé. Fini. L'opération était terminée. Le silence est retombé aussi vite que le chaos avait éclaté. Un silence lourd, seulement brisé par mes propres halètements et le crépitement des radios des opérateurs. Les hommes de la BRI se déplaçaient avec une efficacité glaçante, sécurisant le périmètre, vérifiant les corps de Yanis et Nabil avec une froideur professionnelle. Ils n'étaient pas des policiers, C étaient des soldats, et au milieu d'eux, M. Smith, ou plutôt David Cole, se tenait debout, son Sig Sauer maintenant rengainé. Il a parlé dans sa radio, cette fois en anglais, un anglais rapide, précis, militaire. Package is secure. We have 2 hostiles down, 1 wounded. Prepare for extraction. Le package, c'était le conteneur. Nous, les hostiles.
J'ai compris à ce moment-là que nous n'avions jamais été la cible. Nous étions juste un obstacle, un fusible que le système venait de faire sauter sans la moindre hésitation. Une simple perte comptable dans leur opération. J'ai vu 2 opérateurs de la BRI attacher des câbles au conteneur 42B, celui que nous étions censés protéger. L'hélicoptère s'est stabilisé au-dessus, et en quelques secondes, la gigantesque boîte métallique a été soulevée dans les airs et a disparu dans la nuit marseillaise. Tout avait été planifié au millimètre près. Notre tentative d'extorsion n'avait fait qu'accélérer un protocole déjà en place. Nous étions des amateurs qui avaient essayé de jouer dans la cour des grands. Le combat était terminé. Yanis et Nabil gisaient dans leur sang, leurs rêves de richesse et de pouvoir éteints à jamais. Moi, j'y étais au sol, saignant, humilié, attendant mon sort. C'est seulement à ce moment-là que les gyrophares bleus de la police nationale sont apparus au loin, leurs sirènes hurlant enfin. Ils n'étaient pas là pour intervenir, ils étaient là pour nettoyer, pour donner une version officielle à ce qui venait de se passer, pour boucler la scène. Alors que les policiers locaux, l'air complètement dépassé, commençaient à arriver, Cole s'est approché de moi. Il s'est accroupi, a essuyé une trace de sang sur sa joue. Son visage n'avait plus rien du touriste effrayé. Il était dur, impitoyable. Il m'a regardé droit dans les yeux et, dans un français parfait, sans le moindre accent, avec une intonation presque parisienne, il m'a dit « Merci pour ton aide, mon pote. Un beau travail de bouffon. » Puis il s'est relevé, a fait un signe de tête discret au chef de l'escouade de la BRI et a disparu dans l'ombre, se fondant dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. Un policier m'a passé les menottes brutalement, la douleur dans ma jambe devenant insupportable. L'humiliation était totale. J était le roi des quartiers nord, et je venais de me faire traiter de clown par un fantôme qui avait décimé mon équipe sous mes yeux. Le procès a été une farce. On m'a accusé de tout. Association de malfaiteurs, tentative d'extorsion et même de terrorisme et d'association criminelle internationale. L'État avait besoin d'un coupable pour expliquer la fusillade au port, et j'y étais le candidat idéal. Mon avocat, commis d'office, n'a rien pu faire. La version officielle était que nous étions des terroristes, essayant de voler du matériel sensible. J'ai écopé de 25 ans de prison ferme, sans possibilité de remise de peine. Yanis et Nabil ont fini dans des sacs mortuaires, leur nom ajouté à la longue liste des jeunes des quartiers morts pour rien. Pour la DZ Mafia, j'y étais devenu un paria. J'avais attiré l'attention de l'État, des services secrets sur leurs activités portuaires. Le grand patron a mis un contrat sur ma tête. Même en prison, je ne suis en sécurité nulle part. Je suis devenu une cible pour mes anciens amis et pour mes nouveaux ennemis. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je te raconte cette histoire depuis la cour de la prison des Baumettes. Ma jambe ne s'est jamais complètement remise. Je boite en permanence, un rappel constant de mon échec. Chaque jour est une lutte pour la survie. Chaque ombre dans un couloir pourrait être celle d'un détenu envoyé pour exécuter le contrat. Je passe mes journées à regarder par-dessus mon épaule, attendant le bruit d'une lame ou le silence d'une strangulation. Et le fameux « Mr. Smith », bon, il n'a jamais existé, bien sûr. J'ai lu un entrefilet dans le journal, des mois après mon arrestation. L'article parlait d'une opération de renseignement international qui avait empêché une transaction illicite, impliquant un cargo iranien en Méditerranée. Il n'y avait aucune mention de la fusillade, aucune mention de nous. Était moi. J'avais aidé les Américains, sans le savoir. J'ai été le plus grand charclos de l'histoire de Marseille. La leçon que j'ai apprise cette nuit-là est gravée dans ma chair. Dans le monde du crime, il y a la hiérarchie que tu vois. Le charbonneur, le lieutenant, le caïd. C'est le monde dans lequel je pensais être un roi. Mais au-dessus, il y a une autre hiérarchie, invisible, silencieuse, celle des espions, des ministres, des États. Une chaîne alimentaire où les enjeux sont des nations et des guerres, pas des kilos de drogue ou des liasses d'euros. Et nous, les mecs des cités, avec nos grosses voitures et nos chaînes en or, on n'est rien dans ce jeu-là. On est des fusibles, des pions jetables qu'ils sacrifiaient sans un regard en arrière pour protéger leurs vraies pièces. J'ai cru que J était un joueur, un prédateur au sommet de sa chaîne. Mais cette nuit-là, j'ai compris la vérité. Je n'étais même pas une pièce sur l'échiquier. J était juste la putain de table sur laquelle ils jouaient leur partie. Était un mardi 14 mai 2019. Il était exactement 23h47. La température à Marseille affichait 15 degrés. Mais ma sueur était glaciale. Elle collait à mon survêtement Sergio Tacchini.
L'air empestait un mélange âcre de poudre, de rouille et de sel marin du port. J était au sol, sur le bitume froid, une douleur fulgurante dans la cuisse, et je voyais ce putain de touriste, ce Mr. Smith, debout, parfaitement calme, parlant un anglais impeccable dans une radio pendant que des ombres noires de la BRI se déplaçaient comme des loups autour de nous. Cette histoire, elle brûle. Elle est classée secret défense dans un dossier que tu ne verras jamais. La DGSI, les services secrets français, surveillent tout ce qui sort des cités, chaque parole, chaque vidéo. Alors fais-moi plaisir, enregistre ce récit, partage-le avant que les keufs ne le fassent tomber et que mon histoire disparaisse comme tant d'autres dans les archives poussiéreuses de El État. C'est plus qu'une histoire de gangster. C'est un avertissement sur la véritable hiérarchie du pouvoir, celle qu'on ne voit jamais. Maintenant que tu as renforcé le périmètre, que tu as mis cette archive en lieu sûr, on peut y aller. Rembobinons de 2 heures, juste avant que les portes de l'enfer ne s'ouvrent en grand sur le grand port maritime de Marseille. 2 heures avant que mon arrogance de petit caïd des quartiers nord ne me fasse signer ma propre condamnation à mort, ainsi que celle de mes 2 seuls vrais amis. Prends note, car chaque détail compte. Chaque décision a été un clou de plus sur notre cercueil. Dans les quartiers nord, sans rigoler, la loi C était nous. La DZ Mafia tenait tout, du plus petit point de deal au racket des commerces. Moi, on m'appelait le fêlé. Pas parce que J était fou, mais pour mon calme terrifiant pendant les règlements de compte. J était le lieutenant chargé de la logistique, le pitbull du réseau. Je me sentais intouchable, le roi de Marseille. Je roulais en Audi RS3 volé. Le son de Jules à fond, ma chaîne en or brillant au soleil. Mon équipe, C, était du solide. Il y avait Yanis, une tête brûlée de 24 ans, 1,90 pour 100 kilos de pure rage, toujours prêt à monter au front avec son fusil à pompe. Et Nabil, le plus réfléchi, le cerveau des petites combines, discret mais efficace, son Glock 17 toujours à portée de main. On formait un trio de choc, la garde rapprochée du grand patron, craint et respecté. On pensait que rien ne pouvait nous arriver, que la ville nous appartenait. Ce jour-là, on se sentait particulièrement invincible. On venait de boucler une semaine parfaite, les taxes de protection rentrèrent sans un accroc, la marchandise circulait bien. On s'ennuyait presque. C'est là que le grand patron nous a appelés pour un plan, tranquille. Un truc simple, une mission de surveillance bien payée. L'arrogance, tu vois, c'est une drogue. Elle te fait croire que tu peux marcher sur l'eau, que chaque plan est une formalité, une occasion de plus de montrer qui commande. Le plan était d'une simplicité enfantine, presque insultante. Un Anglais, un certain Mr. Smith, avait besoin de faire passer un conteneur par le port, discrètement, sans que les douanes ne mettent leur nez dedans. Un service de routine pour nous. On avait nos contacts, des dockers et des agents de sécurité corrompus. Le patron a dit « C'est un travail de babysitter. Assurez-vous que le conteneur passe, prenez l'argent et rentrez. Pas de vagues. » Pour nous, C était de l'argent facile. Notre motivation était simple, la cupidité et l'ennui. La routine du trafic, c'est rentable mais ça devient vite lassant. Ce genre de mission, c'était une distraction, un moyen de se sentir comme dans un film, des opérateurs de l'ombre contrôlant les flux de la ville. On a préparé notre équipement comme pour une vraie opération. Gilet pare-balles léger sous les survêtements, radio cryptée et nos armes de poing bien huilées. Pour moi, mon fidèle Glock 19 GN5 chargé de munitions à pointe creuse. On a pris la Mercedes Classe A volée de Nabil, une voiture discrète mais puissante, parfaite pour une extraction rapide si les choses tournèrent mal. En roulant vers le port, le Mistral commençait à souffler. Ce vent froid et sec qui rend les Marseillais fous. On se marrait. On parlait du fric qu'on allait se faire, de ce qu'on allait en faire. On était au sommet de notre petit monde, des prédateurs dans notre jungle de béton et d'acier, totalement inconscients du véritable monstre qu'on s'apprêtait à réveiller. On est arrivé dans la zone des conteneurs vers 23h15, un labyrinthe de boîtes métalliques empilées sous la lumière jaune et blafarde des projecteurs industriels. Le vent hurlait entre les allées, portant avec lui l'odeur du sel et du diesel. On a coupé le moteur de la Mercedes dans l'ombre d'une pile de conteneurs Maersk, établissant notre périmètre de surveillance. L'endroit était désert, à l'exception du bruit lointain d'un cargo et du cri des mouettes. L'attente commençait. La tension était à 0. Puis, une petite Peugeot 208 de location est arrivée,
ses phares balayant timidement les murs de métal avant de s'arrêter à une vingtaine de mètres de nous. La portière s'est ouverte et un homme en est sorti. C était lui, notre cible. Monsieur Smith. Il avait l'air d'un touriste anglais typique qui s'était complètement paumé. La cinquantaine, un peu rougeau, vêtu d'une veste quechua, d'un pantalon cargo beige et de chaussures de randonnée. Il avait l'air si pathétique, si hors de son élément. En le voyant, Yanis a lâché un petit rire dans la radio. « Regardez-moi ce guignol, voilà, on dirait mon prof d'anglais du collège. » On était tous d'accord. Le mec semblait inoffensif, la proie parfaite. Son apparence fragile et perdue nous a complètement aveuglés. C'est là que la première fissure est apparue dans notre jugement. On a cessé de le voir comme un client ou une cible, et on a commencé à le voir comme une victime potentielle, une opportunité. Notre plan initial était de le guider jusqu'au conteneur désigné, de superviser échange avec notre contact Docker, de prendre notre paiement et de disparaître. Mais en voyant cet Anglais si vulnérable, la cupidité a pris le dessus. Yanis a murmuré dans la radio « Les gars, ce clown a sûrement un truc de valeur dans sa boîte. On assure le passage et après on lui fait une carotte. On double la mise. Ça va être facile. Il va se pisser dessus. » L'idée a germé instantanément dans nos esprits. C'était trop tentant. On s'est mis en mouvement, sortant de la voiture en silence, nos silhouettes se fondant dans les ombres projetées par les piles de conteneurs. Nabil est parti faire le guet sur une passerelle, nous offrant une vision d'ensemble du secteur. Moi et Yanis, on a commencé notre approche, marchant lentement, encerclant la Peugeot 208 comme des hyènes autour d'un gnou blessé. La certitude d'un coup facile nous rendait euphoriques. On a attendu qu'il sorte un sac à dos de sa voiture et se dirige vers le conteneur numéro 42B, comme convenu. On l'a laissé entrer. C était notre piège, un conteneur vide qu'on avait choisi pour la réunion. Le bruit de la porte métallique qui se referme dans le silence du port aurait dû être un avertissement. Pour nous, C était juste le son de la caisse enregistreuse. On a ouvert la porte juste après lui, nos silhouettes se découpant dans l'entrée. Le plan était en marche. Je suis entré le premier, mon Glock 19 bien visible, mais pointé vers le sol. Yanis était juste derrière moi, bloquant la sortie. « Alors, Monsieur Smith ?» J'ai commencé avec un sourire carnassier. « Bienvenue à Marseille. Il y a eu un petit changement de programme. » J'ai fait un geste vers une vieille caisse en bois au centre du conteneur. « Asseyez-vous. On doit discuter affaires. » Mon ton était mielleux mais chargé de menaces. Le genre de ton que j'utilisais pour terroriser les commerçants qui payaient leur protection. L'Anglais s'est retourné, pas de sursaut, pas de panique visible. Il nous a regardés, moi puis Yanis, avec une expression de confusion forcée. « Pardon, je ne comprends pas très bien. Nous avions un accord, a-t-il dit dans un français cassé, avec un accent britannique à couper au couteau. Il a levé les mains lentement, un geste universel de soumission. Mais quelque chose clochait, ses mains étaient stables. Pas une seule once de tremblement. Un détail insignifiant, mais qui a planté une première graine de doute. J'ai posé mon Glock sur la caisse en bois avec un claquement sec. L'accord a changé, j'ai dit en m'approchant. La taxe de sécurité du port de Marseille vient d'augmenter. Pour que votre précieuse marchandise sorte d'ici sans problème, on veut le double de ce qui était convenu. En liquide, maintenant. J'y étais à moins d'1 mètre de lui, envahissant son espace personnel, m'attendant à le voir transpirer, supplier. Mais rien. Il est resté immobile, presque passif, son souffle régulier. Sa réaction était totalement anormale. Au lieu de la peur, ses yeux bleus étaient effrois, analytiques. Ils ne me regardèrent pas, ils me scannaient. Ses pupilles se déplaçaient rapidement, évaluant la distance entre moi et mon arme, la position de Yanis, la structure du conteneur. Et puis il a fait un truc bizarre. Il a jeté un regard furtif à sa montre digitale, un modèle Casio bon marché. Un regard d'une fraction de seconde, mais ce N n'était pas un regard d'inquiétude. C'était un regard de synchronisation. C'est à ce moment précis que j'ai senti le premier vrai frisson me parcourir l'échine, le genre de froid qui n'a rien à voir avec le Mistral. Ce type N n'était pas une victime. Une victime tremble, pleure, négocie. Lui, il était là, au milieu d'un conteneur avec 2 hommes armés, et il avait l'air de contrôler la situation. J'ai compris que ce N n'était pas nous qui avions tendu un piège. Nous venions de marcher dedans, la tête la première, comme des débutants. J'ai remarqué un autre détail qui ne collait pas, sa posture. Malgré son apparence de touriste bedonnant, il se tenait droit,
les épaules en arrière. Le poids du corps parfaitement équilibré sur ses deux pieds. C'était la posture d'un combattant, d'un soldat, pas celle d'un civil terrifié. Ses chaussures de randonnée, que j'avais jugées ridicules, étaient robustes, offrant une excellente adhérence sur le sol métallique. Tout en lui criait « Préparation », un protocole silencieux qui nous était totalement étranger. Mon instinct, ce sixième sens qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois dans les rues de Marseille, hurlait. Je me suis tourné vers Yanis, un avertissement silencieux dans les yeux. Mais il était trop tard. Yanis, aveuglé par l'arrogance et l'impatience, n'a rien vu de tout ça. Pour lui, C était juste un Anglais qui faisait le malin. Il a perdu patience. « Tu vas la fermer et payer, sale rosbif !» a-t-il hurlé en s'avançant, son visage déformé par la rage. J'ai crié « Yanis, non !» mais ma voix s'est perdue dans le bruit de son propre mouvement. Il a levé son arme pour frapper Smith avec la crosse. C était l'erreur fatale. Le déclencheur. Elle, étincelle qui a mis le feu à la poudrière. Tout ce qui a suivi s'est déroulé en une fraction de seconde. Mais dans ma mémoire, c'est un ralenti éternel, une symphonie de violence froide et calculée que je repasse en boucle chaque nuit dans ma cellule. Ce geste a tout scellé. L'instant où le métal de son arme a commencé sa descente vers le crâne de l'Anglais, j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Smith. La passivité a disparu, remplacée par une concentration de prédateur. Il n'était plus la proie, il n'était plus le touriste, il était devenu autre chose, un opérateur prêt à exécuter sa fonction. Et sa fonction, à cet instant précis, était de nous effacer. Nous n'étions plus un problème, nous étions une cible. Au moment exact où le poing de Yanis commençait sa descente, le corps de Mr. Smith a explosé en un mouvement fluide et dévastateur. Il a pivoté sur son pied gauche, esquivant le coup avec une marge de quelques millimètres. Simultanément, sa main droite a plongé dans son sac à dos posé à ses pieds et en a sorti un pistolet SIG Sauer P365 avec une vitesse que je n'avais jamais vue. Le son des deux détonations a été assourdissant dans l'espace confiné du conteneur. Yanis n'a même pas eu le temps de comprendre. Deux impacts rouges sont apparus sur sa poitrine, juste au-dessus de son gilet pare-balles, dans la zone la plus vulnérable. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis de douleur, avant de devenir vides. Il s'est effondré en arrière comme une marionnette dont on a coupé les fils, son corps heurtant le sol métallique avec un bruit sourd et final. J était paralysé, le cerveau incapable de traiter la rapidité de l'exécution, le passage de la vie à la mort. Avant même que je puisse saisir mon Glock sur la caisse, les portes du conteneur ont été arrachées de leurs gonds dans une explosion de métal et d'étincelles. Des silhouettes noires, équipées de la tête aux pieds, ont envahi l'espace, projetant des grenades aveuglantes et assourdissantes. J'ai été projeté au sol par le souffle, temporairement aveugle et sourd, le monde réduit à une lumière blanche aveuglante et un sifflement aigu dans mes oreilles. Le chaos était total, mais il était organisé. Le bruit d'un hélicoptère a soudainement couvert tous les autres sons, ses pales brassant l'air juste au-dessus de nous. Des cordes ont été lancées depuis les grues portuaires et d'autres opérateurs en noir sont descendus en rappel, se positionnant autour de nous. J'ai entendu des tirs étouffés, le son caractéristique des fusils HK-G36 équipés de silencieux. J'ai rampé pour chercher une couverture, et c'est là que j'ai vu Nabil, sur la passerelle, s'effondrer avec une précision chirurgicale, une seule balle en pleine tête. La panique a remplacé le choc. En moins de 10 secondes, le jeu avait complètement changé. Nous n'étions plus les chasseurs, nous étions le gibier, pris au piège dans une embuscade parfaitement orchestrée. L'odeur de la cordite et du sang frais a rempli mes narines. Un parfum métallique qui a noyé l'odeur du sel. J'ai enfin réussi à attraper mon Glock, mais C était un geste désespéré. Un geste d'animal acculé, un dernier soubresaut avant la fin de la partie. J'ai essayé de viser, de tirer sur n'importe quelle ombre qui bougeait, mais mes mains tremblaient. J'ai tiré une fois, 2 fois, mes balles se perdant sans but dans la nuit. C'est alors qu'une douleur brûlante a traversé ma cuisse. Une balle de 5,56 mm venait de me perforer le muscle, me clouant au sol. J'ai lâché mon arme en hurlant, plus de rage que de douleur. J était neutralisé, fini. L'opération était terminée, et J était le seul actif devenu passif. Le silence est retombé aussi vite que le chaos avait éclaté. Un silence lourd, seulement brisé par mes propres halètements et le crépitement des radios des opérateurs. Les hommes de la BRI se déplaçaient avec une efficacité glaçante, sécurisant le périmètre,
vérifiant les corps de Yanis et Nabil avec une froideur professionnelle. Ils n'étaient pas des policiers, étaient des soldats. Et au milieu d'eux, Mr. Smith, ou plutôt David Cole, se tenait debout, son SIG Sauer maintenant rengainé. Il a parlé dans sa radio, cette fois en anglais, un anglais rapide, précis, militaire. Package is secure. We have 2 hostiles down, 1 wounded. Prepare for extraction. Le package, c'est nous était le conteneur. Nous, les hostiles. J'ai compris à ce moment-là que nous n'avions jamais été la cible. Nous étions juste un obstacle, un fusible que le système venait de faire sauter sans la moindre hésitation. Une simple perte comptable dans leur opération, des bouffons sacrifiables. J'ai vu 2 opérateurs de la BRI attacher des câbles au conteneur 42B, celui que nous étions censés protéger. L'hélicoptère s'est stabilisé au-dessus et en quelques secondes, la gigantesque boîte métallique a été soulevée dans les airs et a disparu dans la nuit marseillaise. Tout avait été planifié au millimètre près. Notre tentative d'extorsion n'avait fait qu'accélérer un protocole déjà en place. Nous étions des amateurs qui avaient essayé de jouer dans la cour des grands, et on venait de se faire massacrer. Le combat était terminé. Yanis et Nabil gisaient dans leur sang, leur rêve de richesse et de pouvoir éteint à jamais. Moi, j'y étais au sol, saignant, humilié, attendant mon sort. C'est seulement à ce moment-là que les gyrophares bleus de la police nationale sont apparus au loin, leurs sirènes hurlant enfin. Ils n'étaient pas là pour intervenir. Ils étaient là pour nettoyer, pour donner une version officielle à ce qui venait de se passer, pour boucler la scène et balayer les miettes. Alors que les policiers locaux, l'air complètement dépassé, commençaient à arriver. Cole s'est approché de moi. Il s'est accroupi, a essuyé une trace de sang sur sa joue. Son visage n'avait plus rien du touriste effrayé. Il était dur, impitoyable. Il m'a regardé droit dans les yeux et, dans un français parfait, sans le moindre accent, avec une intonation presque parisienne, il m'a dit « Merci pour ton aide, mon pote, un beau travail de bouffon ». Puis il s'est relevé, a fait un signe de tête discret au chef de l'escouade de la BRI et a disparu dans l'ombre, se fondant dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. Un policier m'a passé les menottes brutalement, la douleur dans ma jambe devenant insupportable. L'humiliation était totale. J'y étais le roi des quartiers nord, et je venais de me faire traiter de clown par un fantôme qui avait décimé mon équipe sous mes yeux, sans même transpirer. Le procès a été une farce. On m'a accusé de tout, association de malfaiteurs, tentative d'extorsion, et même de terrorisme et d'association criminelle internationale. État avait besoin d'un coupable pour expliquer la fusillade au port, et J était le candidat idéal. Mon avocat, commis d'office, n'a rien pu faire. La version officielle était que nous étions des terroristes essayant de voler du matériel sensible. J'ai écopé de 25 ans de prison ferme, sans possibilité de remise de peine. Yanis et Nabil ont fini dans des sacs mortuaires, leur nom ajouté à la longue liste des jeunes des quartiers morts pour rien. Pour la DZ Mafia, J était devenu un paria. J'avais attiré l'attention de l'État, des services secrets, sur leurs activités portuaires. Le grand patron a mis un contrat sur ma tête. Même en prison, je ne suis en sécurité nulle part. Je suis devenu une cible pour mes anciens amis et pour mes nouveaux ennemis, un fantôme dans ma propre vie. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je te raconte ça depuis la cour de promenade des Baumettes. Le soleil de Marseille tape pareil, mais l'air ne sent plus le sel et le diesel. Il pue la pisse et le désespoir. Ma jambe, elle, ne m'a jamais pardonné. Chaque pas est un rappel de cette nuit, un écho de la balle de 5,56 mètres. La DZ Mafia a mis un contrat sur ma tête. Je suis un fantôme ici, un mort en sursis attendant la lame d'un ancien frère. Et Mr. Smith, ce putain de touriste, il n'a jamais existé. J'ai lu un entrefilet dans Le Monde, des mois après, parlant d'une opération de renseignement internationale, réussie en Méditerranée. Pas un mot sur nous. Lui, David Cole, il a dû avoir une médaille, une promotion. Il est sûrement quelque part en train de préparer un autre piège pour d'autres bouffons comme nous. Un fantôme au service d'un empire invisible, effaçant les problèmes avec une précision chirurgicale et un parfait anonymat. Cette nuit-là, j'ai tout compris sur la hiérarchie du pouvoir. Tu as celle qu'on voit dans la cité, le charbonneur en bas, le lieutenant, le caïd tout en haut. On se croit les rois du monde, les prédateurs ultimes de notre jungle de béton. Mais c'est une illusion, une putain de blague. Au-dessus de nous,
Il y a le vrai système, celui des États, des services secrets, des types en costume qui déplacent des conteneurs et des vies sans jamais se salir les mains. Nous, avec nos survêtements et nos chaînes en or, on est juste des fusibles, des pions qu'ils sacrifient sans même y penser pour protéger leurs vraies pièces. On était l'imprévu qui a juste accéléré leur plan. J'ai cru que J était un joueur, un mec qui contrôlait la partie. Mais cette nuit-là, j'ai appris la vérité la plus dure. Je n'étais même pas une pièce sur l'échiquier. J'y étais juste la putain de table sur laquelle ils jouaient leur partie.